Bien, puisqu'il est 12 heures du côté du Grand Lac, 18 heures de l'autre côté du Grand Lac, et puis quelque part dans d'autres fuseaux horaires, mesdames, messieurs, euh, soyez les bienvenus à ce webinaire. Un webinaire qui, je n'en doute pas, va pouvoir aussi être l'occasion d'échanges après la présentation qui va être faite, considérant l'importance des rôles et des tâches des conseillers pédagogiques hier, mais encore plus aujourd'hui, dans un contexte où la transformation des pratiques d'enseignement d'apprentissage et également des pratiques de formation semble en quelque sorte un incontournable. Mais au-delà de cette injonction, au fond, l'idée, c'est, et merci à Constance, merci aussi aux contributrices, Sonia, Christelle et Florian, à cette présentation, ben, c'est une occasion aussi de revisiter, de re-questionner, comment dire, de partager des évolutions de ces rôles et ces tâches de ces conseillers et conseillères pédagogiques qui peuvent être appelés ingénieurs pédagogiques dans d'autres sphères, dans d'autres fuseaux horaires, dans un contexte où, par rapport à il y a quelques années, je veux dire, les rôles ont pu être en quelque sorte décrits, mais dans un contexte dans lequel où les personnes accompagnées en quelque sorte avaient un degré de maîtrise, de pratique, de certaines pratiques pédagogiques. Et bien sûr, le travail qui a été fait au cours de toutes ces années a fait en sorte que l'ensemble de la communauté a développé des savoirs et des compétences et qui aujourd'hui viennent en quelque sorte, comment dire, réinterroger les rôles et les fonctions des uns et des autres et peut-être aussi de réinterroger ce qu'est l'accompagnement aujourd'hui, les postures et peut-être également même les valeurs et interpellant, comment dire, au cœur de cette histoire de la relation d'accompagnement, mais la question de la collaboration, du partage et puis de la co-construction des pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Donc, ce webinaire vous est présenté dans le cadre des activités qui sont, comment dire, soutenues, initiées par la section Amérique de l'association AIPU et je vous renouvelle nos remerciements pour votre présence. Donc, sans plus attendre, puisqu'il est 12h02, pour laisser le maximum de temps aux personnes, comment dire, qui vont faire la présentation et également de laisser du temps aux échanges, je vais tout de suite donner la parole en rappelant qu'il y a un temps d'échange, que le tout, je veux dire, il y a l'enregistrement qui est lancé, comme vous pouvez le voir, et que vous pourrez retrouver après le webinaire dans un délai court, pas forcément immédiat et court cependant. Je veux dire cet enregistrement, mais également les enregistrements des webinaires qui ont eu lieu antérieurement. Et puis, je reviendrai 1 ou 2 minutes avant la fin pour, en quelque sorte, donner deux informations complémentaires. Et sans plus attendre et sans transition, Constance, c'est à toi. Merci Didier. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de vous déplacer virtuellement ce midi pour venir m'entendre. Je me présente, je me nomme Constance Denis, je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke et je travaille spécifiquement pour le projet Immersion CP avec des collègues qui sont aujourd'hui avec moi, donc Caroline qui est là à la technique, donc qui va m'appuyer. Il y a Marina qui est en stage avec nous, mais il y a aussi très certainement Florian et Christelle qui sont porteurs du projet d'Immersion CP. Aujourd'hui, malheureusement, ma collègue Sonia Proust-Androwska ne sera pas là avec moi, mais je voudrais lui mentionner en mon fort intérieur qu'elle, si les résultats sont aussi intéressants et pertinents à présenter, c'est en grande, grande partie grâce à elle. En commençant, je voudrais mentionner que toutes les informations que je présente aujourd'hui sont tirées de 4 articles et ou rapports de recherche. Donc, je vous invite, si jamais ça vous intéresse, à aller chercher de ce côté-ci de manière à ce que vous puissiez faire des compléments, forcément, étant donné le temps qui m'était dédié. Je ne voulais pas non plus entrer dans trop de détails. Je vais essayer de faire un survol. Puis, je vais laisser volontairement beaucoup d'espace pour les questions et pour les prises de parole parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi beaucoup ce que vous avez à dire de ces données-là, si elles représentent ou non ce que vous savez de la profession. Donc, sans plus attendre, euh,
quand j'ai commencé mes recherches, je me suis beaucoup intéressée, notamment du côté de Amaury Dael, Emmanuel Sylvestre, puis certains eux ont fait un numéro spécial avec Peraya, entre autres, Lebrun, et ils en étaient venus à dire que la profession, c'est la profession de conseillère de conseil pédagogique, mais j'entre aussi tout ce qui touche à l'ingénierie pédagogique, c'est une profession au contour flou. Quand on veut dire au contour flou, c'est que la diversité de à l'intérieur même de la profession entraîne une définition vague qui peut être peu représentative de la profession. En fait, certains auteurs parlent de migrants académiques, c'est-à-dire que ce qui est le plus intéressant à mon humble avis, c'est de demander à la personne qui est devant nous, une conseillère pédagogique, une personne conseillère pédagogique, d'où est-ce que tu viens? Et habituellement, c'est toujours avec les gens viennent de différentes disciplines, puis ont parcouru une trajectoire de formation, puis ont des expériences professionnelles non linéaires. Donc, c'est vraiment toujours très intéressant de savoir d'où ces gens-là sont partis pour arriver dans cette profession-là. Mais ça implique que c'est en conseil pédagogique, notamment avec tout ce qui a été de la crise sanitaire de 2020, il y a eu une évolution dans le territoire, il y a eu des intersections avec des disciplines académiques au sein même de l'institution. Donc, en l'absence de consensus même sur la définition de la profession, c'est particulièrement difficile de l'interpréter, de comprendre et de donner du sens au travail de conseil pédagogique comme enseignement supérieur, mais pas que l'enseignement supérieur, mais ça ici, je ne pourrais pas entrer trop dans les détails. Donc, il y a beaucoup d'ambivalence, manque de consensus. Et donc, c'est dans ce climat-là, dans ces conditions-là, qu'on a décidé à Immersion de faire un peu de recherche là-dessus, question d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent quand on parle de référentiel métier, par exemple. C'est dans cette perspective-là qu'on a fait une recherche de grande ampleur, on va se le dire, parce que moi, je trouve ça très, très intéressant de voir les chiffres, j'y suis retournée, en 2 temps. Donc, dans une phase 1, on s'est intéressé au profil et les activités. Ici et maintenant, qu'est-ce que les gens font en enseignement supérieur quand on parle de conseil pédagogique? Donc, on a fait une analyse statistique de 42 questions. Les 42 questions ont découlé de Ouléprat, qui est un référentiel, référentiel de la profession, notamment au collégial. Donc, on s'est beaucoup renseigné là-dessus, on s'en est inspiré. Puis, à ce questionnaire-là, on a eu 200 réponses, 224, pardon, sur lesquelles on a gardé 195 questionnaires, donc conseillers pédagogiques du collégial et universitaire au Québec. Ça s'est déroulé de mi-décembre 2022 à à février 2023. Puis comme si on n'en avait pas assez, on s'est dit, pourquoi ne pas faire une recherche dans un deuxième temps sur le profil recherché? Quand on parle de conseil pédagogique en enseignement supérieur, qu'est-ce que c'est le métier? À quoi les gens s'attendent? Donc, on a étudié de plus près 172 offres d'emploi qui ont été mises en ligne entre 2022 et 2023. Donc, puis ici, on a fait de l'analyse lexicométrique. On pourra en parler un peu plus tard, mais si jamais vous avez des questions vraiment spécifiquement sur la lexicométrie, je vous inviterai à écrire à ma collègue Sonia, qui sera clairement plus pertinente que moi dans ses propos pour vous expliquer ça un peu plus près. Donc, là-dessus, je vais vous intéresser, comme je le disais, sur un survol des principaux résultats, des choses qui, moi, m'ont interpellée puis que j'aimerais vous proposer de déposer sur la table aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du profil et les activités, ici et maintenant, qu'est-ce que les conseillers pédagogiques font, à quoi ils ressemblent en enseignement supérieur? Avant d'entrer en ondes, Didier nous faisait une petite blague sur la prédominance du sexe du genre féminin ici en conseil. Effectivement, on remarque que 68% des personnes qui sont des femmes. Autant du niveau collégial que du niveau universitaire, vous allez voir, j'ai tenté de départager un peu les statistiques. Donc, les gens qui pratiquent au collégial et à l'université, majoritairement ont des maîtrises, donc 44,5% au collégial, tandis qu'à l'université, ça monte jusqu'à 56,9%. Puis moi, une donnée qui m'a vraiment, vraiment interpellée, c'est le fait que au secteur universitaire, les conseillers pédagogiques ont 20%
dans le 20% des chances d'avoir un doctorat. Donc, quand même, c'est des très hauts niveaux d'études. C'est des gens avec qui on peut parler recherche. C'est ce que j'avais dit à l'époque à, à mon collègue Florian. Donc, une forte prédominance d'études dans l'éducation et en enseignement. On parle au secteur universitaire de 72,9% des gens qui possèdent un diplôme de premier, deuxième ou troisième cycle en éducation ou en enseignement. Le statut de l'emploi, pardon. Statut de l'emploi, on parle de majoritairement permanent, un temps plein. Donc, on parle parfois au collégial, par exemple, d'un statut permanent ou en probation, environ 75% des gens, puis 20% des gens qui ont des contrats contractuels. Donc, 92% des gens au collégial travaillent à temps plein en conseil pédagogique. C'est donc les chiffres qui nous sont rapportés dans la première étude. On parle d'environ une moyenne de 6,4 ans avec une grande variabilité. Effectivement, les gens ça a été très différent. Puis au moment de la pandémie, il y a 46,7% des conseillers pédagogiques au secteur collégial qui ont été recrutés. Donc, on note également cette augmentation-là significative au niveau universitaire, c'est-à-dire 29,3% sur les 10 dernières années d'augmentation de recrutement au niveau universitaire, qui a monté au début de la pandémie à 43,1%. Donc, si jamais vous voulez un peu plus de données comme ça, statistiques, je vous invite vraiment à aller lire l'article qui verra le jour sous peu. Là. Donc, si jamais vous voulez l'avoir tout de suite, écrivez-moi en privé, puis je vais pouvoir vous l'envoyer avec grand plaisir. Autrement, l'environnement de travail, en fait, on a réalisé que la taille des équipes de travail est très variable. On parle environ, donc, autour de 12 personnes au collégial, puis 14 personnes au niveau universitaire. Puis ça, c'est tous des gens de métier qui ne sont pas nécessairement en conseil pédagogique. Par rapport au conseil pédagogique, le nombre de conseillers pédagogiques au sein du service, on parle de 6 entre 6 et 5 personnes au niveau universitaire qui sont en conseillance pédagogique, qui sont donc qui occupent un poste de conseil pédagogique, incluant la personne répondante. Bien entendu, cette taille-là de l'équipe est corrélée selon la taille des établissements. On s'entend qu'un cégep de région, 12 personnes dans l'équipe, c'est quand même une très grosse équipe, on s'entend bien ici. Pour ce qui est de la répartition des dossiers, c'est une question qu'on a posée, à savoir comment les gens se répartissaient les dossiers. On en est venu à la conclusion que c'est principalement assumé par la direction et on les distribue de façon à répondre aux besoins, bien entendu, du service, mais selon l'expertise individuelle, puis parfois la disponibilité des gens qui sont membres de cette équipe-là. On souligne ici l'importance des collaborations internes et externes pour aller chercher de l'expertise supplémentaire selon les besoins des dossiers qui sont attribués au service, bien entendu. Et là, on arrive sur une diapo qui pourrait vous donner un petit peu le tournis. Donc, je vous invite à faire preuve de parcimonie là, dans la lecture. Mais on a repéré les 18 activités pratiquées par les conseillers pédagogiques, autant du côté collégial que du côté universitaire. Donc, ici. Puis, chacune de ces activités-là comprennent de 8 à 15 actions. Donc, ça fait beaucoup de choses à pratiquer pour les conseillers pédagogiques. Le nombre d'activités varie pour le collégial entre 3 et 17 activités, tandis qu'au secteur universitaire, on parle de 6 à 17 activités professionnelles pratiquées par les conseillers pédagogiques. Ce qui est intéressant de réaliser, c'est que les activités les moins couramment traitées par les conseillers pédagogiques sont semblables dans les deux secteurs. Mais c'est aussi le cas pour ce qui est le plus réalisé, autant au secteur collégial qu'au secteur universitaire. Donc, on parle de soutien à l'enseignement, on parle de développement professionnel, personnel, on parle de veille pédagogique, on parle de formation et accompagnement, puis on parle de développement de projets pédagogiques. Ici, je n'ai pas, comme je le mentionnais, tout l'espace dont j'aimerais pouvoir bénéficier pour vraiment aller détailler chacune des activités. Mais dans l'article, vraiment, on va chercher qu'est-ce que c'est le soutien à l'enseignement, c'est quoi les tâches, puis on a demandé à chacun des répondants, dans leur grande générosité, ils ont accepté de nous
pointer du doigt chacune des activités qu'ils réalisaient avec cette activité-là principale. Quelles sont les conclusions de cette première phase-là? En fait, il y a beaucoup de défis. Il y a des défis au niveau de la gestion du temps. Puis, ça fait en sorte que ce nombre d'activités-là, donc en moyenne 11 activités pour chacun des conseillers pédagogiques, donc comprenant parmi ces activités-là 8 à 15 actions spécifiques, c'est une fragmentation du temps de travail. On parle de 1 à 10% du temps professionnel pour chacune de ces activités-là. Donc, un large éventail de compétences qu'on demande aux conseillers pédagogiques d'avoir, de posséder, pour répondre aux demandes diverses qui sont couvertes par leurs fonctions. Bien entendu, ces pressions-là, ça vient de certaines contraintes budgétaires. On l'a vu dans les cégeps, il y a eu beaucoup de coupures dernièrement. L'augmentation des inscriptions de personnes étudiantes, un déficit de personnel enseignant, donc des gens qui arrivent avec un petit peu moins d'expérience, donc on doit les former de façon un peu plus précipitée parfois. Puis une pression croissante pour obtenir des financements, générer des résultats de recherche. Donc, les conseillers pédagogiques sont aussi interpellés au niveau de la recherche. À tout ça s'ajoute l'intégration du numérique, notamment l'intelligence artificielle qui ici devient un dossier prioritaire pour les conseillers pédagogiques, mais aussi la concurrence internationale pour l'excellence en enseignement. Donc, il y a ici, je pense que Claire est dans la salle, je la salue, Claire Moreau qui avait mentionné en 2023, dans le fond, que cette fragmentation-là du temps, mais aussi la multiplicité des tâches, ça vient compromettre l'épanouissement professionnel, voire entraîner une diminution de la rétention des conseillers pédagogiques, ce avec quoi je suis tout à fait en accord. Donc, ici, je clôt la parenthèse de la phase 1, mais si jamais vous avez des questions que vous aimeriez poser sur cette phase-là, on pourra bien entendu y revenir, mais je vous invite à les déposer dans le clavardage de manière à ce qu'on puisse en discuter. Donc, la phase 2 de notre recherche, c'était vraiment sur les profils recherchés. Qu'est-ce qu'on recherche en enseignement supérieur quand on parle de conseil pédagogique? Je l'ai mentionné, il y a eu 172 offres d'emploi qui ont été répertoriées entre 2022 et 2023 en conseil pédagogique en enseignement supérieur uniquement. Donc, 76% de ces offres d'emploi-là étaient au secteur collégial. Qu'est-ce qu'on exigeait? Qu'est-ce qu'on cherchait? En fait, quasiment la totalité, c'est-à-dire 99,3 pour être très, très précis, exigeait le baccalauréat. On proposait du temps plein à 90%, puis des postes réguliers à presque à 43%. Du côté universitaire, on parlait de la maîtrise, d'une exigence de maîtrise à 36%, du temps plein à 85%, donc on voit une petite diminution, puis des postes réguliers quasiment au même pourcentage qu'au secteur collégial. Là, je réalise que peut-être pour mes collègues européens, je n'ai pas expliqué ce que c'était le secteur collégial par rapport au secteur universitaire. Si jamais vous avez des questions à ce propos-là, laissez-moi savoir pour pas, j'espère ne pas trop vous avoir perdu. Ici, on s'est posé la question à savoir avec la lexicométrie, quelles sont les missions principales? Ici, c'est la diapo pour le collégial. La prochaine, ce sera pour le secteur universitaire, sans grande surprise. Mais qu'est-ce qu'on demandait? Qu'est-ce qu'on proposait comme mission principale? 34% au collégial, c'était par rapport au soutien pédagogique, c'est-à-dire la dynamisation de la communauté éducative, l'alignement avec les objectifs institutionnels puis la coordination entre les parties prenantes. À 28%, on parlait de soutien à l'intégration numérique, donc le terme de stratégie qui réfère à une approche planifiée, on parle d'apprentissage pour enrichir l'expérience d'apprentissage des personnes étudiantes. Puis ensuite, on parle à 24% de développement stratégique, donc de l'idée de gestion stratégique, de développement relationnel pour renforcer le positionnement dans l'écosystème éducatif. Donc, aller présenter à l'extérieur, se faire des partenariats autant institutionnels que sur le marché du travail. Puis, 14% on parlait de DI, donc inclusion, équité. Et je pense qu'on n'avait pas contrairement au milieu, par exemple, anglophone canadienne, on n'avait pas nécessairement pris tout ce qu'il y avait en lien avec la pédagogie autochtone. Donc ici, c'était vraiment au sens plus classique de l'inclusion et l'équité. Donc, créer un environnement inclusif et connecté. Au niveau universitaire,
31% de gestion de projet, conception, évaluation de programme, rédaction de rapport, conception, je l'ai dit, évaluation de programme, de formation, participation au processus de reconnaissance des acquis, des compétences. Ensuite de ça, chose très intéressante ici, 30% des gens de la mission principale pour le secteur universitaire, c'était vraiment au niveau de la veille pédagogique. Donc, de suivre les tendances actuelles émergentes dans le domaine éducatif, tout ce qui intègre des activités, donc l'évaluation des méthodes pédagogiques innovantes, tout ce qui anticipe les besoins futurs du secteur universitaire. Ensuite, il y avait 21% pour le soutien pédagogique, c'est-à-dire vraiment l'accompagnement des personnes enseignantes pour l'adoption de différentes modalités d'enseignement qui se veulent innovantes. Et finalement, 17% de ressources pédago-numériques. Donc, développer des ressources avec un accent vraiment prononcé pour le format numérique multimédia varié. Ensuite de ça, puis là, j'attire votre attention sur quelque chose qui m'intéresse forcément parce qu'à Immersion CP, on s'intéresse beaucoup à la compétence numérique, mais dans les deux contextes, on parle ici de l'expertise qui est recherchée autant du niveau collégial que du niveau universitaire. Puis une des choses qui est recherchée, en fait, c'est une des choses communes, c'est tout ce qui touche l'intégration du numérique, qui est en fait une priorité. Autant du secteur collégial, donc, on manifeste par un soutien à son intégration dans l'enseignement. Autant que du côté universitaire, on met l'accent sur le développement de ressources, le support à l'innovation pédagogique, avec une attention particulière pour les différentes modalités d'enseignement, donc présentiel, hybride, à distance. Ça, c'est ce qui touche aux expertises recherchées. Ensuite, on s'est intéressé, on a fait ressortir des données, tout ce qui est des dimensions professionnelles qui sont attendues communes aux deux secteurs. Donc, on s'est intéressé à savoir qu'est-ce qu'on cherche au final chez ces personnes-là qu'on cherche à recruter. Donc, la dimension contextuelle, c'est vraiment tout ce qui découle d'une bonne compréhension de la mission, des visions, des valeurs de l'établissement, tout ce qui implique la connaissance de la structure organisationnelle, de l'environnement de travail, donc les politiques internes. Ensuite, tout ce qui touche à la dimension pédagogique, c'est dans les offres d'emploi, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est peu décrit parce qu'on considère que c'est comme le cœur de la profession. Donc, on présume que certaines compétences pédagogiques sont déjà maîtrisées, notamment parce qu'on exige, la plupart du temps, on l'a mentionné, la maîtrise dans un domaine qui touche la conseillance pédagogique. Ensuite de ça, ce qui touche la dimension numérique, c'est comprendre notamment la maîtrise de l'usage de l'outil en tant que tel. Donc, les ENA, donc les environnements numériques d'apprentissage, les logiciels de création multimédia, les outils de collaboration en ligne, les systèmes de gestion de l'apprentissage. Donc, vraiment les maîtrises de l'outil en tant que tel. Ce qui est de l'organisationnel, on parle des compétences clés. Donc, on l'a vu, il y a 2 diapos, là, tout ce qui touche à la gestion de projet, la planification, l'organisation, la coordination, la gestion des délais, des échéanciers, la rédaction de rapports, l'analyse d'impact, la résolution de problèmes. Ensuite, pour ce qui est de la dimension interpersonnelle, là, j'ai sauté organisation. Donc, l'accessibilité, s'assurer que ce soit... en fait, je les ai reclassés dans les deux. Donc, mon erreur. Dimension interpersonnelle, je disais, c'est le socle de tout processus d'accompagnement. Donc, de favoriser un environnement de travail avec les personnes enseignantes qui encouragent la collaboration, la confiance mutuelle, l'écoute active, l'empathie, de manière à favoriser une communication constructive entre les parties impliquées. Finalement, la dimension linguistique de la communication implique de s'exprimer forcément avec clarté et précision, de s'assurer de faciliter les échanges, puis d'avoir une compréhension mutuelle entre les différentes personnes. Pour ce qui est de la suite de nos recherches, et j'arrive à la fin, je réalise que j'ai vraiment fait ça rapidement, mais on pourra revenir sur à peu près n'importe quel diapo que vous voulez. Ça, c'est ma signature personnelle. Il y a beaucoup de similarités entre les secteurs collégial et universitaire en ce qui concerne le conseil pédagogique.
C'est une profession qui est complexe, qui requiert des compétences multiples, puis qui s'adapte, qui a une grande adaptabilité, qui a une flexibilité forcément parce qu'on envoie les conseillers pédagogiques dans différentes situations pour s'adapter aux besoins. Il y a un enjeu de polyvalence, de fragmentation du temps. Comme on l'a mentionné, hein, les gens sont appelés à en faire beaucoup, beaucoup de tâches, beaucoup de petites actions. Donc, je pense, on en revient à la première diapo, de dire c'est une profession qui n'a pas de définition en tant que telle. Les balises ne sont pas nécessairement claires, c'est encore les contours flous. Il y a une nécessité d'un développement professionnel continu, d'une meilleure reconnaissance institutionnelle dans le but d'avoir une meilleure définition puis une valorisation de la profession. Donc, c'est pour ça que ce sont des perspectives puis des pistes pour l'avenir, donc des formations spécifiques puis un allègement de la tâche serait souhaitable de manière à pouvoir notamment garder ce personnel-là qui est précieux. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre à Immersion. Il y a plein d'activités, c'est des activités gratuites, donc en ligne. C'est accessible à tous ceux et celles qui s'intéressent au conseil pédagogique. Et puis, il y a une balado aussi, il y a les articles, chacun des ateliers, on en tire un article de manière à ce que ça fasse des petits, comme on dit chez nous, là, mais donc qu'on puisse avoir des traces des pratiques inspirantes. Puis, je vous invite, si jamais ça vous intéresse aussi, à vous joindre à nous les 13, 14 et 15 mai prochains pour le rendez-vous annuel des conseils pédagogiques, des conseillers pédagogiques. Donc, voici, voilà. Je suis maintenant prête pour vos questions. Merci beaucoup, Constance, pour cette présentation vive et dynamique et qui permet, comment dire, de faire, comment dire, de partager, comment dire, cet important travail qui a été conduit depuis 2022 et de nous permettre de prendre aussi un pas de recul sur la réalité des pratiques. Sur la réalité des pratiques, c'est-à-dire qu'au-delà de, bien sûr, qu'on a tous une représentation, que l'on soit ou non CP, de ce qu'est l'exercice du métier de CP, et je trouve que ça vient objectiver des choses et peut-être aussi d'ouvrir un certain nombre de questionnements. C'est pour ça que, sans plus attendre, je vais donner la parole, comment dire, à qui veut bien saisir le bâton de parole pour poser une question.